Nous, on était ravis justement d'avoir cette liberté. Un des moteurs intérieurs très très forts, c'était de créer, d'avoir la main sur un projet, d'être un peu architecte de son projet. Et on avait 10 000 clients, ce qui est sur une salle de sport complètement hors norme, puisque normalement c'est 1500 clients maximum. Moi, je me souviens que je regardais la télévision ce soir-là et que le président annonce effectivement à 21h que les commerces non essentiels sont fermés le lendemain. Alors, on avait 160 000 clients avant la crise et 2 ans après, on en avait la moitié, donc 80 000, qui étaient toujours actifs, qui faisaient encore des choses avec nous. Je pense que la réussite d'un projet, c'est beaucoup de petits détails. Il ne faut jamais négliger les détails. Après avoir cédé Néonès, j'ai eu une vraie épiphanie. Lors d'une fresque du climat que j'ai faite avec ma fille de 16 ans, j'ai réalisé qu'il n'y avait pas seulement un réchauffement climatique, mais qu'en fait, il y avait un problème systémique extrêmement grave. Le point clé, c'est qu'il faut que vous soyez capable de vous adapter et que vous acceptiez que ça fasse partie de votre métier. Et en fait, le métier de l'entrepreneur, c'est avant tout de s'adapter. Bienvenue dans Wind, le podcast où l'on apprend les dessous de l'entrepreneuriat, la motivation des entrepreneurs, les convictions, la petite lumière qui fait que certains déplacent des montagnes, n'est-ce pas Céline? Chez Wind, des entrepreneurs financent des entrepreneurs, c'est notre ADN et c'est l'occasion de faire parler cette communauté pour expliquer, partager ce qu'on a appris en chemin. Alors, ce n'est pas des textes parfaits, mais c'est vrai, des vraies histoires vécues. Je suis Thierry Vandeval, funding partner de Wind, et aujourd'hui nous recevons Céline Rémy. Bienvenue Céline, fondatrice, cofondatrice de Néonès et d'Épisodes, donc des salles de sport, tu vas nous en parler, et aujourd'hui directrice générale de la Clamette House. Donc, job totalement différent. Tout à fait. Donc ça va être intéressant. Alors, ton parcours commence par une intuition hyper précoce. Enfant déjà, tu disais que tu voulais faire des choses de façon indépendante. Je ne sais pas si on peut donner le terme de seul, mais en tout cas indépendante. Et puis finalement, à l'inverse, c'est imposé. À l'UCPA, tu rencontres Marianne Tessier. Vous vous rencontrez pour ne pas vous quitter pendant quand même assez longtemps. Et de là naît une règle que tu n'as jamais lâchée, qui est pour monter une boîte, il faut une idée, mais aussi et en l'occurrence une, associée. Effectivement. Donc 50 000 euros chacune, 400 000 euros de dette, et puis go, l'aventure Néonès commence en 2008. 14 ans plus tard, vous avez ouvert un réseau de salles assez important, qui aura vraiment cartonné. Comme ça ne suffisait pas, vous en aurez créé un deuxième, Épisode, avec un positionnement différent, un peu plus haut de gamme. Vous aurez traversé une crise Covid, c'était assez sympa. Tu vas nous en parler. Tu t'es transformé en lobbyiste politique. Et puis, finalement, tu as vendu les boîtes. Ou tu as vendu la boîte, en l'occurrence Néonès. 3 ans pour digérer, former un peu à l'impact, rencontrer plein d'entrepreneurs à impact, plus de 300 en quelques années. Et aujourd'hui, pour repartir sur une aventure très différente, qui est de diriger la Clamette House à Paris. Exact. Alors, ce qui est fascinant chez toi, c'est cette conviction qui traverse tout. C'est entreprendre, c'est pas juste chercher la liberté absolue. En tout cas, c'est ce que tu nous disais. C'est accepter d'être un peu enfermé dans un choix que tu as choisi. Tu as choisi de ta contrainte, en fait. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose qu'avoir une pure liberté. Et y trouver finalement tout ton terrain de jeu. Donc, Céline, bienvenue. Et on va passer une trentaine de minutes ensemble pour décortiquer tout ça. Merci. Hâte de commencer. Alors déjà, la première chose quand on a échangé, c'était une idée, une associée. Ça, c'est important parce que l'idée, c'est de partager donc un peu ton parcours avec des entrepreneurs ou en tout cas des gens qui auraient envie d'entreprendre. Et donc, ils se posent beaucoup la question, est-ce que j'ai un associé, est-ce que je fais tout seul? Alors, tous les cas de figure peuvent être bons, mais c'est intéressant de partager, toi, ta vision. Comme je l'ai dit tout à l'heure, dès enfant, tu disais, je voudrais être indépendante. Et puis, tu as rencontré Marianne à l'UCPA. Et puis, vous avez monté la boîte ensemble. Qu'est-ce que tu cherchais chez Marianne? Je crois que je ne me suis pas posé la question en ces termes quand je l'ai rencontrée. En fait, on était toutes les deux à des postes de direction à l'UCPA et on passait beaucoup de temps ensemble et on parlait beaucoup de création de boîtes et on partageait des idées de projets de boîtes et on avait l'impression qu'on avait envie de faire la même chose, en tout cas qu'on avait
je pense, les mêmes valeurs, les mêmes socles, les mêmes objectifs dans la manière d'appréhender une boîte. Et on avait la même envie d'entreprendre. Et donc, ça a commencé comme ça. On a beaucoup discuté, on a brainstormé sur plein de projets. Et puis, à un moment donné, l'idée est arrivée. Et ça m'a paru évident que ça allait être avec elle. En fait, ça, c'est pas... Je pense qu'il y avait une intuition que c'était la bonne personne. C'était pas forcément hyper rationnel. C'est juste qu'il y avait un bon fit. J'étais en confiance. Je pense que la confiance, c'est hyper important dans la relation qu'on crée avec son associé. Et puis Marianne, elle était brillante. Enfin, je veux dire, c'est une fille très brillante, avec qui je m'entendais bien. Et après, très objectivement, après coup, quand je regarde nos compétences respectives, je pense qu'elle avait un côté, elle avait fait Procter, donc elle avait un côté bizdev, terrain, elle était très vendeuse, elle adorait le marketing, donc elle était plus front. Et moi, avec mon parcours, j'avais un parcours plus, on va dire, structuring, gestion de projet. Et donc, en fait, on s'est assez facilement réparti les choses de manière à ce qu'elle, elle soit plus sur le front et la gestion, effectivement, de la relation client. Et moi, j'étais plutôt sur le développement, au départ, les grands projets. Et rapidement, j'ai beaucoup pris la partie immobilière, qui est un gros morceau de notre activité. Donc, j'ai développé le cabinet d'architectes, etc., etc. Et c'est vrai qu'on s'est réparti les choses comme ça assez naturellement. Même si après, alors on adorait tout faire. En fait, on avait l'impression qu'on avait envie de tout faire, parce que c'est normal, on était quand même des entrepreneuses un peu, on va dire, couteau suisse. Et donc régulièrement, on se disait quand on s'ennuyait ou quand l'une partait en vacances, tiens, tu veux pas me refiler une partie de ton périmètre, que je vois un peu ce que tu fais, ou que j'apporte ma pierre à l'édifice. Donc on a fait ça au début, quand c'était petit. Et puis après, quand ça a grossi, c'était plus possible. Mais en tout cas, voilà, c'est un peu comme ça que ça s'est fait, assez naturellement, en fait. Et dès le début, vous aviez quand même un peu rationalisé en disant, toi, tu vas prendre telle partie, toi, telle partie, ou vraiment ça a été de façon un peu évidente, sans rationaliser au début, chacun est allé vers ce qu'il aimait le plus? Alors, on a débattu. Ouais. Ça fait partie des sujets dont on a débattu. Ça a été une discussion, ça a été même plusieurs discussions. Je pense qu'il y avait une évidence, encore une fois, sur le côté commercial pour elle et marketing, puisqu'elle adorait ça. Et donc, moi, c'était OK. En fait, je trouvais ça bien qu'elle le fasse. Par contre, il y a eu un débat sur le management des équipes. Parce qu'au départ, quand on monte des salles de sport, la personne qui gère la relation client et le front office, par définition, doit gérer les équipes. Donc, moi, je voulais faire du management, parce que j'en avais fait beaucoup avant aussi. Et donc, il y a eu débat là-dessus. Et tant que moi, je n'avais pas constitué mon équipe de mon côté, j'ai accepté qu'en fait, elle soit plus en front sur le management. Mais voilà, donc et après, ça s'est très vite rééquilibré parce qu'on a eu toutes les deux des équipes. Mais je veux dire, c'était là-dessus qu'on a un peu débattu au départ. Et il y a même eu un moment où on s'était dit, je trouvais ça intéressant, on s'est dit, est-ce qu'on ne prendrait pas chacune un club différent ? Genre, le premier club, c'est toi qui le prends, et le deuxième, c'est moi qui le prends, et on verra lequel marche le mieux. En mode un peu compétition entre marques, comme on peut vivre dans des grands groupes comme L'Oréal ou des choses comme ça. C'était assez marrant comme idée. Puis finalement, bon, évidemment, on ne l'a pas fait parce que ça n'avait pas de sens, mais voilà, c'est parce que cette idée du management, elle était importante pour nous. Voilà. D'accord. On est bien sur le terrain, en fait. Hein. Les entrepreneurs, enfin moi en tout cas, je fais partie des entrepreneurs qui n'aiment pas être que dans des réflexions stratosphériques sur des sujets, sinon je ferais du conseil. Il faut faire. Mais j'aime bien faire, être sur le terrain, rencontrer les clients, être avec les équipes, donc voilà. Et vous passez beaucoup de temps ensemble, ça se passe bien. Oui. Et pour autant, là, donc vous vendez la boîte, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu es à la Climate House maintenant, vous n'êtes pas repartis ensemble dans une aventure, vous avez chacun eu des trajectoires différentes après, oui. Alors que ça s'était bien passé. Oui. En fait, déjà, on a fait 14 ans ensemble. Ouais. Je pense qu'on a vécu une très belle aventure. Après, ça a été une aventure qui a été dure sur la fin, parce qu'on en parlera tout à l'heure, mais la crise Covid a été très difficile pour notre secteur. Et la cession de Neoness a aussi été une période assez difficile, parce que ça a été, voilà, pour plein de raisons, ça a été une période de 3 ans qui a été très dense, très dure. Et par rapport à ce que tu disais tout à l'heure en introduction sur la liberté, je pense que elle comme moi, à un moment donné, on est quand même tous les entrepreneurs, je pense, avides de liberté. Et quand on vit des aventures qui durent longtemps, parce que les sorties sont retardées par rapport, par exemple, nous, c'était à cause du Covid, en fait, que la sortie de notre activité a été particulièrement retardée et qu'on n'a pas pu passer à autre chose et faire d'autres activités qu'on aurait voulu faire. En fait, à un moment donné, on peut se sentir enfermé parce qu'on ne peut pas sortir. Une PME, il n'y a pas de liquidité. Il n'y a pas de liquidité. Vous restez scotché avec votre boîte. Donc, si en plus, vous traversez une crise, il n'y a pas assez de cash pour mettre un DG. Donc, en fait, tout ça fait qu'à un moment donné, en plus, vous avez des responsabilités vis-à-vis d'investisseurs, vis-à-vis de vos salariés, vis-à-vis de vos clients. Donc, cette envie de liberté que vous avez, vous la perdez à ce moment-là. Ouais. Et ça, je pense qu'on en a un peu souffert toutes les deux, des 3 dernières années qui ont été un peu dures. Et donc, quand on a cédé Neoness, on a, je pense, souhaité aussi retrouver une liberté totale. Oui.
Et ça veut dire pas d'engagement vis-à-vis de qui que ce soit et vivre ce qu'on avait envie de vivre. Et en plus, on avait des centres d'intérêt un peu différents. Donc, chacune est partie sur ses centres d'intérêt, mais on continue, par exemple, à investir ensemble. Et voilà, donc il y a des activités sur lesquelles on est resté connectés. Ouais, ok. T'as un autre sujet assez intéressant dans notre conversation, c'est la boîte a été bootstrappée. Ouais. Alors, dans un monde aujourd'hui où il y a quand même plus de financement, beaucoup de boîtes lèvent de l'argent dès le début, etc. Mm. Vous êtes parti, donc 2008, 50 000 euros, 400 000 euros de dette à la banque, et puis go. Mm. Et puis ça se passe bien. Beaucoup de fonds pendant 7 ans viennent vous voir en disant mais tiens, tu vas aller plus vite, etc. Vous vous dites tant que ça tient, on lève pas et on reste chez nous. Complètement. Nous, on était ravis justement d'avoir cette liberté. En fait, c'était aussi un des moteurs intérieurs très très forts, c'était de créer, d'avoir la main sur un projet, d'être un peu architecte de son projet. En plus, nous, on construisait des salles de sport, donc c'était très matériel, donc c'était hyper réjouissant. Mais au-delà de ça, nous, on était très avides de liberté. Donc, moi, j'avais fait quelques stages dans des grands groupes, j'avais eu quelques expériences professionnelles avant dans des groupes. C'est vrai qu'on poussait les murs, on allait dans les services d'à côté, on disait toujours qu'on prenait trop de place. Que ce soit elle ou moi, c'était la même chose. Donc, c'est vrai qu'on n'avait pas envie d'avoir... On avait très peur aussi, parce qu'on avait peut-être une mauvaise image à l'époque des fonds d'investissement, je pense. On avait été mal renseignés. Et on avait peur d'être mis sous pression, qu'on nous impose des critères financiers qui n'avaient aucun sens par rapport à ce qu'on aurait vraiment voulu faire pour le client, par exemple, qui nous paraissait important pour nous et qui n'aurait peut-être pas de return immédiat ou des choses comme ça. Donc, on avait toute cette image, cet imaginaire un peu négatif sur le financier qui vient effectivement regarder que les chiffres. Et d'ailleurs, quand on a levé des fonds après avec Tikeo Capital Management, on a choisi notre partenaire financier sur la base de la confiance. À la fin de la levée, on avait 3 options possibles, donc on avait le choix. Et ce qui nous a guidés, c'était un partenaire financier qui soit minoritaire, pour qu'on puisse quand même garder la main, en partie en tout cas, parce qu'on devenait partenaire, mais ils ne prenaient pas le lead complet sur notre boîte. Et en plus, on avait vraiment envie d'avoir un partenaire qui nous faisait confiance. Et c'est là-dessus qu'on s'est tapé dans la main, c'est sur la confiance. On se fait confiance et on ne fera jamais du reporting pour vous qui ne sert pas à l'exploitation. Voilà, ça c'est important. Et a posteriori, est-ce que tu te dis que tu aurais pu prendre un fonds plus tôt qui aurait permis d'aller plus vite? Ou à l'inverse, plus tard Alors, moi, je trouve vraiment qu'on l'a fait au bon moment. Ça ne nous a pas du tout empêché de nous développer. On a eu le temps d'asseoir notre marque, on a eu le temps d'asseoir aussi notre concept, parce qu'on était un concept innovant, donc on a testé beaucoup de choses avant d'aboutir vraiment le concept. On a mis 2-3 ans avant de se dire c'est ça le concept parfait, donc ça c'était bien. Et puis nous à l'époque, encore une fois, on s'éclatait, hein. Je veux dire, on avait une vie hyper chouette, on avait une boîte qui marchait, on en a profité pour faire nos enfants, on a ouvert 5 clubs, on a fait 5 enfants. Puis après, on a arrêté de faire des enfants, on a continué à faire des clubs. C'était un peu toujours la blague. Et puis voilà, et puis c'était le bon moment. Moi, je crois beaucoup à la synchronicité. En fait, c'est un ami qui tient une boutique de levée de fonds qui nous a dit, mais vous savez les filles, c'est le moment, vous pourriez le faire maintenant. Vous pourriez aussi faire du cash out. Oui. Vous pourriez aussi permettre à des investisseurs qui sont rentrés, qui étaient friends and family, de sortir une partie et de sécuriser une partie de ce qu'ils ont mis. Ce serait bien pour vos proches. Parce que ça faisait déjà 7 ans qu'ils étaient là. Ça faisait 7 ans qu'ils étaient là. Et nous, on s'était engagés sur un 8-10 ans vis-à-vis de nos actionnaires. Donc, on s'est dit, bah oui, effectivement, c'est le bon moment. Si tu penses qu'on peut tirer une bonne valo, faisons ça. Et c'est ce qu'on a fait. En fait, ça a été assez naturel. Et la rencontre avec Tikeo, elle a été aussi ultra fluide. C'est un partenaire qui est resté avec nous jusqu'au bout et qui on a eu des relations extraordinaires. Donc moi, avec le recul, je pense qu'on avait une image complètement erronée des fonds. Et tant mieux, parce qu'à la limite, on a fait 7 ans qui étaient aussi très agréables sans fonds. Oui. Quand tu parles de cash out, ça c'est quelque chose qui intéresse probablement, c'est des questions qu'on a souvent chez les entrepreneurs. Comme tu le dis, dans une boîte, des fenêtres de sortie, il n'y en a pas souvent. Non. En tout cas, il n'y en a pas tout le temps. Pas forcément quand on le voudrait, en tout cas. Toi, ce que tu me disais, c'est quand vous faites une levée de fonds ou qu'il y a une possibilité de sortie, sortez un tout petit peu. Oui. Moi, je pense que c'est bien. Parce qu'encore une fois, alors, d'une part, très souvent, on met beaucoup de son patrimoine personnel dans sa boîte. Ça représente un peu tout ce qu'on économise, ça représente aussi sa retraite. Enfin voilà, on capitalise beaucoup sur la boîte qu'on crée. Et moi, je trouve que on ne sait jamais ce qui peut se passer. Nous, on l'a vécu avec la crise Covid. Il peut vraiment arriver des catastrophes qu'on ne peut absolument pas voir venir.
Alors, il y a des petites catastrophes et des grosses catastrophes. Les petites catastrophes, on les gère tout le temps en tant qu'entrepreneur, voire même on aime ça, parce que bon, c'est un peu le challenge, etc. Mais les grosses catastrophes qui obèrent la valeur de la boîte, il y en a. Nous, on en a vécu une, puisque le Covid a divisé la valeur de notre boîte par 4 en 2 ans. Donc, et moi, je pense que si on a la possibilité de faire du cash out régulier, ça sécurise le management, d'associer aussi à chaque étape de plus en plus le management au capital, de faire en sorte que tout le monde soit aligné. Voilà, moi je trouve que c'est sain et je pense que ça permet de créer plus de sérénité pour l'avenir. On est moins stressé sur le fait de perdre quelque chose. Bien sûr. Et on est plus dans une logique de construction. Donc non, moi ça me paraît assez sain en fait. Ouais. Je suis assez d'accord, hein. C'est important. D'ailleurs, on va en parler. Les crises, ça peut arriver. Elles sont parfois exogènes. On a l'impression que tout va très bien dans la boîte. Et enfin, c'est pas une impression. Tout va très bien. Ouais. Et puis, il y a quelque chose qui tombe dessus. On peut pas le savoir. Donc, toi, ce qui t'est tombé dessus, c'est le Covid. Mars 2020, le président annonce à la télé la fermeture de tous les commerces non essentiels. Les salles de sport, c'est non essentiel. Ouais. Du jour au lendemain, tu divises ton chiffre d'affaires par 2. On vit ça comment? Alors, moi je me souviens que je regardais la télévision ce soir-là, les news, et que le président annonce effectivement à 21h que les commerces non essentiels sont fermés le lendemain. Donc nous, on ouvrait à 7h le dimanche. Et donc, la première chose, c'est OK, la salle est fermée demain, donc il faut prévenir les équipes, il faut prévenir les clients. Ça, c'est la première chose. Et puis, dès le lendemain, on a fait un conseil de guerre avec notre comité de direction et on s'est dit, bon, on est fermé 15 jours, qu'est-ce que ça implique? Et là, la première chose à laquelle on a pensé, c'est nos équipes. On s'est dit, nos équipes, qu'est-ce qu'on fait d'elles? Parce qu'on ne va pas pouvoir continuer à les payer si on est fermé 15 jours et en même temps, il faut qu'on les paye. Et très rapidement, l'État a dit, il y aura du chômage. Donc ça a été la première réassurance pour nous. La deuxième chose qui est arrivée tout de suite après, c'est qu'est-ce qu'on va dire à nos clients? Parce que nos clients ne peuvent pas rentrer dans nos salles, ils vont arrêter leurs abonnements. On avait 160 000 clients. On n'allait pas les appeler un par un. Donc il fallait qu'on mette en place des canaux de communication efficaces et des produits de substitution pour éviter de les perdre. Et donc c'est là qu'on a lancé toute l'offre digitale, qu'on a d'ailleurs animée et améliorée tout au fil du temps pendant 2 ans, mais qui est devenue aussi un pilier de ce qu'on a déployé derrière. Donc finalement, c'était aussi une opportunité de créer des nouveaux produits. Et puis, le troisième enjeu, ça a été très vite de dire, bon, qu'est-ce qui va se passer concrètement pour les aides? Parce que est-ce que l'État va nous aider? Et c'est là qu'on a appelé donc, les instances qui nous représentaient. Et très rapidement, on s'est aperçu qu'il fallait qu'on s'implique, voilà, parce qu'il y avait beaucoup d'enjeux. Il y avait des négociations à mener parce qu'en fait, notre secteur n'était pas forcément très bien fédéré, représenté. Et donc, avec quelques enseignes, on a décidé de vraiment s'impliquer sur le sujet. Et moi, j'ai beaucoup été en front sur cette période-là. Donc, pendant 2 ans, j'ai troqué ma casquette de chef d'entreprise pour devenir lobbyiste politique. Et je passais plus de temps à Bercy, à discuter avec les ministres. J'ai même fait une visio devant le président de la République et ses ministres. J'ai eu le Premier ministre qui est venu dans nos clubs visiter. On a eu beaucoup de médias, etc. Et on a fait beaucoup de bruit pour faire savoir, en fait, ce que vivait notre profession. Parce qu'en fait, les gens ne comprenaient pas notre business model. Nous, en fait, on a un business model de frais fixes complet. Alors, nous, on est 100% frais fixes. Donc, on a le loyer et les RH, globalement, qui sont nos coûts fixes principaux. Et après, on a très peu de coûts variables. Et donc, à partir du moment où on a notre base client qui baisse, sachant qu'une base client met 3 ans à se constituer, en réalité, on s'est retrouvé très rapidement dans le rouge à ne pas pouvoir assurer le courant et notamment payer les loyers, puisque la masse salariale était payée par l'État. Et donc là, très rapidement, on a vu que ça passait plus du tout très très vite et qu'on allait se retrouver complètement étranglé par les loyers. Et donc c'est là qu'ont commencé toutes ces discussions avec l'État pour faire comprendre notre modèle, demander des aides adaptées à notre secteur. Et ce qui est chouette, ce qui est ma grande satisfaction, c'est qu'on a obtenu à peu près tout ce qu'on a demandé. L'État nous a vraiment aidés au bon niveau. Le secteur a vraiment été sauvé, je pense, par ces aides, parce que sinon on ne passait pas. C'est-à-dire, une enseigne comme nous ne passait pas, sachant qu'on est parti avec 10 millions de cash sur le compte, donc personne ne passait. Voilà, c'était très simple. Et puis par ailleurs, le seul point sur lequel je n'ai pas, on n'a pas réussi à obtenir ce qu'on souhaitait, c'est que en fait, ce que nous donnait l'État ne permettait pas de rembourser totalement les dettes de loyer qu'on avait au sortir de la crise. Et donc, moi, j'aurais souhaité que l'État
indemnise directement les bailleurs pour solde de tout compte en disant, voilà, il y a une quote-part qui est à la charge du foncier, il y a une quote-part qui est à la charge des exploitants. L'État tranche, donne directement la subvention au foncier pour solde de tout compte. Et l'État n'a pas souhaité faire ça, parce que je pense que le lobbying politique de l'autre côté était très puissant aussi. Et ils ont dit, on vous donne de l'argent et vous vous débrouillez, sachant qu'on avait 50% des dettes dont on disposait avec les subventions de l'État. Et donc, ça veut dire qu'il fallait négocier 50% de cut sur tous les loyers de toutes les salles de sport de France. Et nous, Néonès, on a réussi à le faire avec Épisode. Réussi à faire ça. Ouais, nous, on a réussi parce qu'on avait beaucoup d'expérience en négociation, on avait des équipes, on avait des avocats. Donc, on a réussi jusqu'à aller parfois à la médiation du tribunal de commerce. Donc, on est allé loin parfois dans les tractations et les discussions. C'était très compliqué, mais on a réussi. Mais il y a des salles indépendantes qui n'ont pas réussi. Et ça, je pense que c'est ce que j'avais expliqué à l'époque à Bercy. Et c'est quelque chose qui n'a pas forcément été... je pense, c'est quelque chose qui, à mon avis, aurait pu être amélioré. Ça aurait sauvé plus de commerce. Ouais. Et a posteriori, toi, tu retiens quoi de cette période? Alors, que ce soit des anecdotes, par exemple, avec l'État, mais aussi, d'un point de vue humain, tu me disais que beaucoup de tes clients ont continué à payer par solidarité, oui. alors qu'ils n'étaient pas obligés, Ouais. qu'ils n'avaient pas accès à la salle, que des salariés, alors même qu'ils étaient au chômage technique, Ouais. sont quand même venus. Oui. Qu'est-ce que tu as retenu de cette période? Alors, j'ai retenu beaucoup de choses positives parce qu'en fait, j'ai découvert qu'en fait, nous, on avait beaucoup investi dans l'humain dans notre société parce que tous nos salariés étaient en CDI, même s'ils avaient 2 heures de cours par semaine dans nos salles, ce qui était un atypisme dans le secteur du sport parce qu'il y avait beaucoup de free à l'époque. Et donc, ils ont été très reconnaissants en période de crise de toucher le chômage. Et donc, ils sont venus nous aider au siège pour traiter les appels clients. Enfin voilà, on a vraiment eu extrêmement de facilité à faire changer de métier les gens qui avaient certains métiers, de leur dire, en fait, avant, vous avez autre chose. Puis là, maintenant, on va faire tous de la relation client, tous du lobbying politique, parce qu'en fait, on n'a pas le choix. Et on n'a pas eu besoin d'expliquer. Les gens étaient là, les gens ont compris. Enfin, vraiment, j'ai trouvé qu'il y avait cette empathie pour nous, pour les dirigeants qui vivions une crise complètement dingue. Donc, j'ai trouvé que c'était hyper chouette parce qu'on n'était pas seuls du tout. En fait, je ne me suis pas sentie seule un seul instant. Les équipes étaient là pour nous et nos clients étaient là pour nous aussi. Parce que les clients aimaient la marque, ils aimaient nos salles, ils étaient attachés en fait à nos salles et je pense qu'ils avaient envie de nous aider. Donc ça aussi, c'est un cadeau parce que oui, du coup, en période de crise... Beaucoup ont continué à payer leur abonnement. Tout à fait. Il y a des gens qui continuent à payer et qui profitaient des services digitaux qui étaient quand même évidemment dégradés par rapport à ce qu'ils avaient en salle habituellement. Mais ils acceptaient de payer par solidarité tout ou partie de leur abonnement. Alors évidemment, pas tous les clients, mais une bonne partie de nos clients. Ce qui nous a aussi permis de surnager avec ça pendant la période de crise. Et vous aviez un actionnaire qui venait d'investir, du coup Tikeo. Ensuite, se passe la sortie du Covid. Comment ça se passe aussi avec les actionnaires? Ils se posent la question de si vous allez survivre ou pas. Ils remettent de l'argent. Alors, Tikeo a été un partenaire financier extrêmement soutenant tout le temps. Donc, ils nous ont jamais mis aucune pression parce qu'ils ont bien vu que tout ce qu'on faisait, c'était tout ce qu'on pouvait faire, je pense. Dans le bon sens, ouais. Voilà, on a récupéré vraiment tout ce qu'on pouvait récupérer. On a levé tous les PGE. Ils nous ont beaucoup aidés, d'ailleurs, aussi quand il fallait, parfois, pour obtenir des contacts. Pour notamment, les premiers contacts que j'ai eus à Bercy, c'est grâce à Tikeo. Donc, voilà. Donc, non, franchement, on a toujours eu des actionnaires très aidants, des banquiers aussi, des partenaires bancaires très aidants, qui nous ont toujours accompagnés, soutenus, et on avait une boîte qui marchait très bien, on était des gens sérieux, on expliquait toujours ce qu'on faisait, on était très transparents, et pendant toute la crise, moi, je pense que ce qui a payé, c'est qu'on a été très transparents avec nos équipes, avec nos clients et avec nos partenaires, et on a toujours fait en sorte que tout le monde soit gagnant. Il n'y avait pas de personne qui devait payer pour les autres. Et ça, je pense que Tikeo aussi a beaucoup apprécié, les banques aussi. Voilà. Donc, je pense que de toute façon, si on veut nouer des relations de long terme, on a toujours considéré qu'il fallait des relations équilibrées et win-win, comme on disait. Et donc, une période de crise, c'est une période où on teste ça. Et du coup, la sortie de crise se passe comment? Que finalement, d'abord, elle n'est pas immédiate. Il y a toujours des petits soubresauts jusque vers 2022. Ouais. À quel moment vous dites, bon, c'est fini et comment vous essayez de récupérer? J'imagine que beaucoup de clients avaient disparu. Oui.
Alors, on avait 160 000 clients avant la crise. Et 2 ans après, on en avait la moitié. Ouais. Donc, 80 000 qui étaient toujours actifs et qui faisaient encore des choses avec nous. Donc, on n'était pas à l'équilibre. C'est-à-dire qu'on perdait de l'argent tous les mois. On n'avait pas assez de clients pour couvrir nos frais fixes. Et donc, là commence une période de conquête, de reconquête de clients. Tu te remets comme 10 ans avant. Voilà, comme 10 ans avant. Et nous, à l'époque, on se dit, c'est vrai qu'on a un peu l'impression de refaire la même chose qu'on a déjà faite, donc on aimerait bien faire autre chose. Et donc, on propose à Tikeo de remettre de l'argent, beaucoup d'argent, pour aller racheter des enseignes qui seraient en difficulté ou agréger des réseaux, parce que ça, on sentait que c'était la tendance et qu'il fallait faire ça. Et à ce moment-là, Tikeo, ils sont quand même avec nous depuis longtemps, puisqu'ils sont rentrés en 2007. Donc, en 2007, qu'est-ce que je dis ? 2017. Pas du tout, en 2017. Ouais. Donc, ils sont avec nous depuis déjà un petit bout de temps. Et donc, on se dit, non, c'est pas le timing. Le timing, c'est plutôt qu'on consolide. Et puis on consolide. Et éventuellement, on voit si d'autres acteurs nous proposent justement de venir faire des partenariats stratégiques ou des choses comme ça. Mais nous, on ne va pas remettre de l'argent pour aller faire de l'acquisition. Et donc, on sort de la crise progressivement, mais très peu de temps après, en fait, un acteur du secteur vient nous voir et nous dit exactement ce qu'on souhaitait faire. On est hyper complémentaires, vous êtes très fort à Paris, nous on est plus fort en province, vous avez une marque forte, vous avez des super équipes, vous avez des super process, vous êtes super bien organisés. Nous, on l'est un peu moins, on a plein de choses à apprendre les uns des autres. Est-ce qu'on ne peut pas faire ensemble et on vous rachète Neoness et on vous laisse partir avec Épisode, parce qu'Épisode, pour le coup, c'était le bébé de la structure, parce qu'il était tout jeune. Cette marque était toute jeune. Et donc à ce moment-là, effectivement, ils nous proposent de nous racheter. Et nous, on étudie ça sérieusement parce qu'on se dit qu'en fait, effectivement, on n'a pas envie de tout refaire comme on avait fait au début. Ouais. C'est pas notre énergie. Notre énergie, c'est plutôt de continuer à aller développer des choses nouvelles et d'aller sur d'autres secteurs d'activité, puisque moi, c'était mon envie aussi, et celle de Marianne. Et donc, on accepte. On accepte d'étudier. Vous n'étiez pas, du coup, dans une vraie logique de vente. Vous n'avez pas fait une démarche de vente. Non. Mais vous étiez prête à le faire parce que, en effet, il fallait une grosse énergie pour recommencer. Il n'y avait pas de volonté de l'actionnaire de remettre de l'argent et peut-être pas de votre côté de tout rebootstrap. C'est ça, exactement. Je pense qu'on avait moins envie de ça à ce stade-là. Ouais. En plus, on s'était vraiment, quand même si c'était une période de crise, on s'était éclaté en faisant des choses différentes aussi. Donc, ça avait donné à voir autre chose et on s'était dit, on a peut-être envie de ne pas recommencer ce qu'on avait fait avant. Donc c'est tombé au bon moment. Et ça a été validé par nos équipes, par notre CSE, par notre actionnaire, par nos partenaires bancaires, puisque c'était une aventure où il a fallu mettre tout le monde d'accord, parce que les banquiers, par exemple, restaient mobilisés sur le projet. Il n'y avait pas de sortie 100% de la dette. Donc, je veux dire, c'était quand même un projet où il fallait fédérer tout le monde. Et c'est un projet qui a paru évident pour recréer de la valeur de manière intelligente et très rapide, finalement en créant de la synergie entre des réseaux qui étaient ultra complémentaires, et ça avait beaucoup de sens pour tout le monde. Ouais. Pour autant, on pourrait dire, vu de loin, que ce n'était pas le bon moment de vendre, puisque tu avais perdu la moitié de tes clients, tu étais juste en sortie d'une crise qui était la plus grosse qu'on puisse imaginer. Stratégiquement, on pourrait se dire, ce n'est pas le moment. Non, pas du tout. C'était pas le moment, mais c'était le moment pour le projet, pour le client, pour le projet, pour les équipes, pour la marque. Et nous, comme je te disais tout à l'heure, comme on avait en plus sécurisé au fur et à mesure des cash-out, enfin un cash-out important, notamment quand Tikeo est rentré, on s'est dit que c'était OK et que c'était déjà très bien de pouvoir refaire une opération alors qu'on venait de vivre une crise, même si elle était plus petite. Et puis de pouvoir continuer l'aventure avec Épisode, qui était aussi un moyen pour nous finalement de recréer de la valeur avec quelque chose qui n'avait pas encore atteint pour le coup tout son potentiel. Et donc on pouvait l'emmener à un potentiel plus important. Et là, il y avait encore beaucoup de choses à faire. Donc là, ça nous intéressait de faire ça. Ouais. Voilà. Et du coup, quand vous vendez, après, vous quittez la structure, les deux. Oui, alors ça, par contre, ça a été assez raide. Ouais. Parce que... En fait, du jour au lendemain, on n'est plus dans son bureau dans lequel on a été pendant tant d'années. On avait tout construit nous-mêmes depuis le début. Enfin, le moindre petit détail, la moindre ligne de process, le moindre flyer, la moindre identité de marque. On avait tout travaillé. On avait recruté, on connaissait quasiment tous les salariés. On en avait
À la fin, on en avait 450, mais au siège, on était 70. On connaissait tout le monde très bien. C'était un peu comme notre famille. Ouais. C'est pour ça que je dis souvent que pour moi, ça a été assez traumatisant de réaliser que quand on vend une boîte, on vend aussi les personnes qui sont dedans. Ouais. Et on vend un peu sa famille quand on est proche d'eux. Et moi, j'ai trouvé ça assez difficile. On a tous beaucoup pleuré. Moi, j'ai mis du temps à digérer en fait cette partie-là. Parce qu'on ne vend pas seulement des salles de sport avec des clients, en fait. On vend avant tout ses équipes et son expertise et tout ce qu'on a construit. Et c'est un vrai deuil, quand même. Ouais. C'est un vrai deuil. Oui, d'autant plus qu'en l'occurrence, tu n'es pas resté, parce que tu aurais pu rester comme... Oui. Mais non. Dans la société, mais ce n'était pas ça l'objectif. Disons que là, pour le coup, ça ne nous paraissait pas possible. C'est-à-dire que toujours avec cette idée de liberté, d'avoir une marque qui nous rachète, avec des dirigeants avec lesquels il aurait fallu se mettre d'accord sur des choses. Ils avaient envie de changer des choses, d'améliorer des choses que considéraient pas optimales, ou pas d'ailleurs. Mais je pense qu'on n'avait pas envie de rentrer dans ces discussions-là. Ouais. C'était pas du tout notre état d'esprit. Moi, je trouve que c'est difficile de rester dans une boîte qui est plus tout à fait la sienne, quand elle a été entièrement la sienne. Je pense que certains sont capables de le faire. Moi, je ne suis pas sûre d'être capable de faire ça. Ouais. Chacun est différent. Ouais. Il y a quelque chose que tu m'as dit tout à l'heure pour revenir sur ce qui a fait le succès de Néonès. Oui. J'ai envie de t'entendre là-dessus. Salle de sport, c'est un marché compétitif. Ouais. Il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de concepts différents. D'ailleurs, au début, votre concept, il n'a pas tout à fait marché au début. Puis finalement, vous l'avez fait marcher. Comme quoi, ça se joue à pas grand-chose. Ouais. J'aime bien t'entendre là-dessus parce que je pense que c'est important pour des entrepreneurs de se dire tiens, je teste quelque chose, ça marche pas. Oui, mais en fait, si tu changes 5 degrés... Complètement. Alors, en fait, au début, on a lancé notre première salle en s'inspirant d'un modèle étranger qu'on avait bien étudié. Donc, on a un peu reproduit un modèle en l'améliorant, mais globalement, le modèle, il existait. Donc, on avait la conviction que ça allait marcher. Et on lance notre première salle, sauf qu'en France, le marché du fitness n'a pas très bonne presse à l'époque où on se lance. Ça fait un peu, c'est un peu associé à des pratiques, on va dire, douteuses, commerciales douteuses. Donc les gens sont un peu méfiants. Et quand on lance notre salle, le tarif qu'on propose ne met pas en confiance. Parce que les gens se disent, à 10 € par mois, elles ne vont pas tenir 6 mois, donc on va payer et la salle va fermer dans 6 mois. Et donc, il y a une vraie inquiétude sur le fait qu'en fait, le truc ne va pas tenir. Et donc, les clients viennent, trouvent ça super, mais ne veulent pas s'abonner parce qu'il faut sortir tout de suite 12 mois d'abonnement à 10 € par mois. Donc, ça fait 120 €, plus les frais de dossier, 45 €. Donc, bref. Et ils ne veulent pas payer upfront cette somme-là. Et donc, très rapidement, on se dit, s'ils ne veulent pas payer la somme upfront, il faut qu'on la fasse payer mensuellement. D'où le pivotage qui se fait assez rapidement, de dire, il faut passer à de l'abonnement mensuel. Quel que soit l'impact que ça a sur la trésorerie, parce que ça en avait dans notre BP évidemment, mais ça nous a paru absolument essentiel et ça a été le début du succès. Ouais. Parce qu'en fait, d'un seul coup ça explose, parce que les gens affluent en disant c'est 10 €, c'est rien, donc je m'abonne tout de suite. Et là on commence à avoir plein de monde, ça cartonne. Et la deuxième salle qu'on a ouverte, qui était Paris Intramuros, celle-là, parce que la première était à Fontenay-sous-Bois, on l'a remplie en 3 mois. En 3 mois, on a fermé les ventes. C'est énorme succès. Et on avait 10 000 clients. Ce qui est sur une salle de sport complètement hors norme, puisque normalement, c'est 1 500 clients maximum, peut-être 2 000 dans les salles historiques qui existaient. Mais 10 000 clients, on n'a jamais vu ça. Jamais vu ça. Donc voilà. Et le succès démarre là. Et en fait, et donc on est perçu tout de suite par les médias comme quelque chose de très innovant. On parle du fitness low cost, etc. Et on lance la tendance et on démarre là-dessus. Donc finalement, peu de choses, effectivement. Ouais, peu de choses, hein. C'est beaucoup de détails. Je pense que la réussite d'un projet, c'est beaucoup de petits détails. Il ne faut jamais négliger les détails. Parfois, une petite chose peut changer énormément de choses. Je sais qu'à un moment donné, nous, on essayait toujours d'être innovants, donc toujours à être sur trouver qu'est-ce qu'il fallait qu'on fasse pour être toujours à la pointe par rapport à la concurrence et toujours imaginer avant les autres ce qu'on allait pouvoir faire, etc. Et mon associée, Marianne, elle adorait ça, elle était toujours en veille, elle réfléchissait à plein de choses, je trouvais ça génial. Et à un moment donné, on se dit, en France, tous les abonnements sont sur 12 mois. On va faire le contrat mensuel, reconductible mensuellement, comme en Angleterre. Et on était les premiers à lancer ça. Pareil, ça a été un très gros carton, ça a boosté beaucoup de salles. Et puis après, on a été très copiés là-dessus. Mais au départ, voilà, ce genre de choses, ça peut être tout à fait déterminant dans... on va dire dans le fait que le projet, il est moyen ou extraordinaire, en fait. Exactement, voilà. ouais.
Tu me parlais aussi de quelque chose qui peut être un peu game changer, c'était le fait d'avoir internalisé tout ce qui est architecture, Ah oui. architecture d'intérieur, design. Mm. Euh, alors que vu de loin, on pourrait dire, bah tiens, ça pourrait être confié à des experts, c'est pas ton domaine d'expertise, mais pour autant, c'est pas ce que vous avez fait. Non, parce que pareil, alors ça, pour le coup, ça a été une énorme valeur ajoutée dans le projet Néonès et Épisode. C'est qu'on a très vite compris que comme le loyer était une charge fixe importante et que les loyers étaient chers dans le retail, il fallait qu'on ait la main au maximum sur cette partie immobilière. Et donc, on a décidé d'internaliser la compétence architecturale parce que nous, on cherchait les bâtiments. On était très fort sur la transformation de bâtiments qui n'étaient pas des ERP en ERP, en établissement recevant du public. Donc, on instruisait tous les dossiers, on faisait les transformations, etc. On pilotait les travaux. Et ensuite, on livrait un bâtiment clé en main à l'exploitation qui pouvait les récupérer derrière. Et en fait, on créait énormément de valeur comme ça. Ouais. On a récupéré, par exemple, le bon exemple, c'est à Saint-Lazare, un parking de 2500 mètres carrés à peu près. Ce parking, on a instruit 4 permis de construire dessus. Donc, ça a été très long, très fastidieux. Ça a duré 4 ans, etc. Mais au bout de 4 ans, on a sorti une salle de sport de 1800 mètres carrés à un loyer de 200 000 €. Ce qui est juste complètement hors marché, parce que bon, ce n'est pas du tout les prix de marché, et qui a été un de nos clubs les plus rentables. Oui. Donc, en fait, et ça se joue à ça. Et en fait, on travaillait avec des cabinets d'archi avant, mais personne ne va aller chercher le truc qui fait que vraiment vous allez créer de la valeur si ce n'est pas pour vous que vous le faites. Et je pense que c'est un entrepreneur et des consultants, oui. C'est la différence entre une prestation externe et interne, ou quand c'est vraiment pour soi, vraiment on va dire qu'on met tout en œuvre pour vraiment aller chercher cette valeur, parce qu'on a la conviction qu'en plus c'est possible et que ça fait partie, en fait, comme tu dis, ça fait partie des choses finalement qui vont faire la réussite de nos projets. Ouais. C'est toujours d'aller chercher ce petit truc en plus, en fait. Petit détail. Ouais. Ce petit détail, ouais. Bah merci. Alors, tu vends la boîte, tu reviens tout à l'heure. La boîte est vendue, modulo épisode. Et ensuite, tu changes un peu de vie. Tu prends 3 ans pour réfléchir, tu te passionnes pour tous les sujets d'impact et l'entrepreneuriat à impact. Tu rencontres beaucoup de monde jusqu'à récemment prendre la direction générale de la Climate House. Alors déjà, tu pourrais nous parler un peu de la Climate House. Tout le monde ne connaît pas bien ce concept super. Ouais. Et qu'est-ce qui t'amène à ça ? Alors en fait, après avoir cédé Néonès, j'ai eu une vraie épiphanie lors d'une fresque du climat que j'ai faite avec ma fille de 16 ans, où j'ai réalisé que il y avait pas seulement un réchauffement climatique, mais qu'en fait, il y avait un problème systémique extrêmement grave qui touchait à tous les pans de l'économie et à toutes les ressources dont on dispose aujourd'hui pour vivre sur Terre, que ce soit la biodiversité, l'eau, avec des risques sur l'agriculture, sur énormément de choses, des risques de conflits. Enfin, ça m'a semblé apocalyptique quand je suis sortie de cette fresque, et je me suis dit, mais c'est tellement grave qu'il faut absolument qu'on travaille tous là-dessus, en fait. Enfin, ça me paraît évident. Et j'ai vraiment découvert le sujet, parce que j'y avais pas passé assez de temps avant, etc. Et donc, j'ai décidé de mettre 100% de mon énergie sur l'impact. Et donc, l'argent que j'avais gagné dans le monde du sport, je l'ai investi à 100% dans des startups à impact, dans des fonds à impact. J'ai accompagné beaucoup d'entrepreneurs de l'impact, justement, soit en étant dans des boards, soit dans le cadre de coaching, pour les aider à structurer leur activité, à se développer, parce que ça me paraissait hyper important de le faire. J'ai aussi aidé beaucoup d'ONG, comme la Convention des entreprises pour le climat, qui est une extraordinaire organisation qui accompagne les dirigeants qui souhaitent justement faire pivoter des business existants pour les rendre beaucoup plus résilients et beaucoup plus respectueux des limites planétaires. Et puis, à un moment donné, mon chemin a croisé celui de Lucie Bache, notamment, Too Good To Go, Poppins, une entrepreneuse extraordinaire. Et j'ai investi comme beaucoup d'autres entrepreneurs dans la Climate House, qui est donc un lieu dans lequel les entrepreneurs de l'impact, en fait, peuvent se retrouver. Donc, c'est un lieu qui fait 2000 m² qui se trouve dans le Sentier, qui est l'ancien bâtiment Nouma,
qui est assez connu. Et dans ce bâtiment, il se passe énormément de choses extrêmement vertueuses, puisqu'on organise plus de 600 événements par an autour de l'impact pour acculturer un maximum de personnes à ces enjeux systémiques que je décrivais tout à l'heure. Et puis que moi j'ai découvert de manière très simpliste avec la fresque, mais quand même dans lesquelles il faut rentrer pour bien les comprendre. Donc c'est toute l'année, en fait, on organise des conférences, des ateliers de travail, etc. pour acculturer un maximum de personnes à ces sujets. Et puis on accompagne des entreprises qui viennent au contact de notre communauté pour rencontrer des entrepreneurs inspirants et pour se mettre en action. Parce que souvent, ce qui est compliqué, c'est on sait à peu près ce qu'il faut faire, mais on ne sait pas comment le faire. Et comme nous, on est des entrepreneurs, justement, on aide et on accompagne pour essayer de trouver des solutions concrètes à des sujets auxquels ils pourraient être confrontés sur les sujets de transition. Et donc, voilà, j'en ai été la cofondatrice. Et puis, tout récemment, j'en ai pris la direction générale. Et je m'amuse beaucoup parce que c'est un écosystème extraordinaire. On est 800 adhérents dans cette communauté. Et c'est très réjouissant de voir autant de personnes travailler avec autant d'intelligence sur tous ces sujets au quotidien. Ça fait beaucoup de bien quand on est en plus, on peut être inquiété par cette situation, comme ça a été le cas pour moi pendant ces années où j'ai découvert tout ça. Et je pense qu'on est au bon endroit. Et une de nos particularités, c'est qu'on est très attaché à la diversité et au fait qu'on a envie de créer des passerelles entre des mondes qui ne se parlent pas. Oui. Et donc, par exemple, hier, j'étais avec la mairie de Paris. Donc, on essaie de travailler avec les collectivités, on essaie de travailler avec aussi des militants, on essaie de travailler avec des ONG, on essaie de travailler avec toutes les personnes, quels que soient, on va dire, les sujets sur lesquels ils sont et quels que soient leurs particularités, pour faire en sorte que la transition advienne le plus vite possible. Donc, c'est une super belle mission. Ouais, bravo. Alors, pour avoir été, en effet, oui, on était dans les locaux de la Climate House, et donc je confirme qu'en effet, c'est un lieu qui vibre beaucoup, avec énormément d'événements et plein de gens passionnés. Ouais. Donc, bravo de manager tout cet environnement. Ouais. On arrive à la fin de notre entretien. Merci vraiment pour tout ce que tu peux avoir dit de passionnant, et je pense qu'il intéresse beaucoup des gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Avec tout ton parcours hyper riche, très différent, en ayant vécu des hauts, des bas, une crise incroyable, qu'est-ce que tu aurais à dire à l'entrepreneuse que tu étais en 2008, qui démarrait avec pas beaucoup d'argent, quelques idées et une associée? Je pense que je lui aurais dit ce que je dis à beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui. Il faut écrire son business plan, il faut écrire sa stratégie, etc. Mais ce qui fait la qualité, finalement, première d'un projet entrepreneurial, c'est le fait qu'on va surtout pas faire son business plan et qu'on va en permanence devoir changer de direction, s'adapter, revoir ses objectifs, se remettre en question, subir des échecs, tester des choses, accélérer alors que c'était pas prévu d'accélérer à ce moment-là. Donc, je trouve que le parcours de l'entrepreneur, c'est un parcours où finalement, il faut accepter de ne pas suivre son BP et sa stratégie d'origine et accepter qu'en permanence, ça va changer et se dire que c'est normal. Parce qu'on pourrait s'en inquiéter, mais pour avoir discuté avec beaucoup d'entrepreneurs et avoir un peu de recul, parce que j'ai quand même eu quelques années dans l'entrepreneuriat, je m'aperçois qu'en fait, il faut surfer là-dessus et il faut vraiment l'accepter. Et ça, c'est un enseignement que je donne régulièrement autour de moi. Quand des jeunes viennent me voir et me disent « Oui, alors on va faire ça, on va faire ça », je dis « Moi, j'investis sur vous, en fait, sur vous en tant que personne, parce que votre BP, je pense que vous ne le ferez pas, vous ferez autre chose. Mais ce n'est pas grave. » Le point clé, c'est l'adaptation. Oui. Le point clé, c'est qu'il faut que vous soyez capable de vous adapter et que vous acceptiez que ça fasse partie de votre métier. Et en fait, le métier de l'entrepreneur, c'est avant tout de s'adapter et d'innover et de s'adapter, et voilà, en permanence. Merci Céline. Je pense que c'est un excellent conseil. En tant qu'investisseur dans un fonds, je ne peux que souscrire à ça. Alors, j'espère que cette conversation vous a plu. Si vous êtes entrepreneur et que vous créez une société,
rejoignez-nous chez Wind. Nous finançons, c'est notre activité, nous finançons des sociétés comme celle de Céline. Alors plutôt plus tech aujourd'hui dans ce qu'on fait maintenant, mais c'est l'évolution du timing qui veut ça. Avec indirectement des gens comme Céline, puisque tu es aussi investisseuse chez nous, chez Wind, et merci pour ça. Donc tu finances indirectement plein d'entrepreneurs que nous finançons. Et puis si cette conversation vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'il y en aura plein d'autres. Voilà, à très bientôt, merci beaucoup. Merci Thierry.